Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue à tous, amis de Basket Evolution. Alors c'est une nouvelle émission, on n'a pas encore de titre, on va essayer un nouveau principe qui sera un peu une alternative aux bénévoles, où on est moins nombreux, on a moins de sujets à discuter, mais le but justement c'est de dériver sur certains sujets, de plus parler, de plus se faire plaisir, de moins avoir d'impératif de temps. Une sorte de podcast en gros. Donc pour ça, je me présente tout d'abord, Free. Et donc celui qui sera avec moi pour discuter, ça sera le grand fan des Hornets, Mike. Alors bonsoir à tous et ravi d'être là en tout cas. Et donc premier sujet qui ne sera pas des plus surprenants, les Hornets. On va commencer dans le dur directement. Qu'est-ce que tu penses, on va dire, de ton équipe, Mike, aujourd'hui? Alors moi, comme j'ai dit, j'ai fait un petit article il n'y a pas longtemps, un peu ironique, que j'ai posté aujourd'hui. Donc je suis agréablement surpris pardon, du niveau proposé. En fait, on n'a pas besoin de... Il me faut un peu penser aux Sixers de l'année dernière. Pas de grande star, mais une grande cohésion dans l'équipe. Je pense qu'au niveau du banc et dans les vestiaires, ça doit bien s'éclater. On a bien géré le problème Eric Gordon parce qu'avec les... Alors, on ne savait pas s'il voulait vraiment dégager de l'équipe parce qu'il était encore blessé, est-ce que c'était du chiquet. On s'est dit maintenant qu'on tanque plus, faudrait quand même avoir le fin mot de l'histoire. Et pendant le week-end, il a été voir un spécialiste du genou à Chicago. Ce dernier lui a dit donc qu'il n'avait pas besoin de faire d'opération, qu'il sera sur pied dans 4 à 6 semaines. Donc maintenant, on n'a plus qu'à espérer. Et on n'a plus vraiment ce problème Gordon parce qu'on est tellement attaché au phénomène Anthony Davis à la Nouvelle-Orléans qu'on passe un peu ce problème en seconde zone. Oui, moi de mon côté, ça m'a un peu surpris parce que j'écoutais une émission tout à l'heure et en fait, il y a eu de ce que j'ai entendu, il y a eu tout un micmac en fait entre Monty Williams et Eric Gordon qui est passé un peu inaperçu au niveau de la presse. Comme quoi, au niveau des déclarations, c'était un petit peu chaud entre Monty Williams qui disait qu'il n'avait strictement rien et, et Eric Gordon qui lui disait qu'il avait des douleurs, il y avait des problèmes, les médecins n'étaient pas vraiment d'accord et c'est pour ça justement qu'il a été, j'imagine, consulter un médecin à Chicago. Et je trouve que ça crée quand même un certain problème entre Eric Gordon et les Hornets, surtout après les déclarations qu'il y a Avec eu cet Phoenix. été avec Phoenix. Ça maintenant, je pose pas la question de savoir s'il est blessé ou pas, mais ça commence à se sentir bizarrement de ce côté-là, l'association Rick Gordon Hornet. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je me pose des questions. J'arrive pas à savoir. Vraiment, j'arrive pas à analyser la situation. Juste pour revenir dans cette fameuse story, donc Eric Gordon, donc c'est un de mes contacts qui est fan des Hornets, qui va voir tous les entraînements, qui m'a déclaré ça. Donc, il s'est entraîné avec l'équipe pendant 2 3 jours, a fait le training camp, donc il n'a pas participé à un match de pré-saison. Mais moi, j'étais confiant. Je me suis dit, bah, c'est pour pas le brûler, qu'il se blesse dans un match de pré-saison, ce qui est légitime et ce qui sera plutôt bien joué de la part du staff. Et donc il s'entraînait pendant 2 jours et apparemment donc il est monté voir la direction dans les locaux, etc. Il leur a dit je vais pas bien. Donc suite à ça il a été voir un docteur. Le docteur lui a dit il n'y avait pas vraiment de problème sérieux. Et c'est pour ça que Monty Williams c'est un peu enflammé en disant écoutez, je sais pas, le docteur dit qu'il peut rejouer, mais lui ne peut pas rejouer. Alors, je dois croire le docteur, je dois croire mon joueur, qu'est-ce que je dois faire? Là, il sait pas trop. J'ai l'impression que Monty Williams c'est un petit peu remonté, comme tous les coachs le seraient après un micmac pareil. Et il est un petit peu chaud parce qu'il a déclaré encore dans la presse par rapport à la commotion cérébrale d'Anthony Davis. Comme quoi on en faisait toujours un pataquès, mais il fallait laisser la décision aux joueurs parce qu'Anthony Davis n'a pas pu voyager à Chicago. Chicago, on va rappeler, c'est sa ville natale. Donc il aimerait bien que les athlètes soient protégés, c'est un fait, parce que Stern estime que les commotions cérébrales, il y a eu assez de problèmes, par exemple dans le football américain, pour que ça soit mis de côté. Mais Monty Williams en ce moment est assez chaud dans la presse. Et je pense que le problème Eric Gordon a envenimé toute la chose. Mais je pense pas encore une fois qu'il soit il doit être blessé. Il doit être blessé parce que
Aucun basketteur, bon, il gagne de l'argent, c'est un fait, mais aucun basketteur C'est n'aimerait trop gros, je suis rester, d'accord avec toi, quoi. ouais, C'est trop gros rester, si t'es pas voulu. Mais en revenant sur le cas Anthony Davis, ça, je trouvais que ça faisait écho surtout à l'une des plus grandes tragédies du basket, mais qui s'est passée il y a très longtemps, il y a 60 ans. C'était avec Maurice Stokes. C'est un peu une histoire dont on n'entend plus parler, mais justement c'était un joueur qui était très prometteur, exceptionnel à l'époque de Cincinnati avec Oscar Robertson et qui était retombé violemment au sol, qui avait subi quand même une grosse commotion cérébrale, qui avait pris l'avion après et il s'est retrouvé un légume pendant toute la suite de sa vie. C'est un peu une triste histoire et je sais pas d'où vient cette règle comme quoi après une commotion cérébrale on peut pas prendre l'avion, mais je me demande si ça fait pas écho aussi à cette affaire, aussi vieille soit-elle. ah, Mais, c'est fort possible, hein, c'est fort possible, mais mais encore une fois, on peut pas comparer la commotion d'Anthony Davis qui a été faite en partie par Austin Rivers qui lui a un peu mis le coude dans la tête un coup sur des un repli. Blazers, ça, hein, je veux pas dire, mais les Ouais, Blazers n'auraient sur- pas fait mieux. et oui, on notera le très bon début de saison d'Austin Rivers qui a été assez mauvais au shoot et en plus qui blesse notre franchise player, donc ça démarre mal pour lui. Mais Toi, tu fais partie de ceux qui croient en Austin Rivers. alors je crois en Austin Rivers, mais sur le long terme. Je crois pas que ce dernier peut changer la phase de la franchise, devenir un role player ou un sixième homme dès sa première année. Ça va être un joueur sur le long terme. Il peut pas avoir un impact immédiat maintenant, là. Hier, il a arrangé un petit peu les choses au shoot et il faut qu'il apprenne à ne pas être boulimique du shoot. Mais tu vois, moi, ça m'étonne un petit peu parce que Austin Rivers, bon, beaucoup de monde l'a suivi à l'époque où il était encore en high school, et en high school, il donnait l'image d'un joueur qui était très fini. Antipathique. Non, tu vois, très fini, on va dire, dans son jeu. Voilà, adroit, un bon tir et tout. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on regarde certains joueurs de high school où on sait que directement c'est des prospects. Austin Rivers, il donnait pas cette sensation-là. Et sachant qu'en plus, on fait souvent une corrélation entre le potentiel d'un joueur et son physique. Austin Rivers, il a pas un physique monstrueux. Je Non, il me, est pas du tout athlétique même. Bon, après voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a vu plein de petits joueurs rapides à la Barea faire des saisons extrêmement correctes, mais sur Austin Rivers, j'attends de voir et tout, mais je pensais, on va dire, il y a 2 ans, mais voilà, c'était en high school, c'était il y a très longtemps, qu'il faisait partie des joueurs qui allaient plutôt être NBA ready. Et je me demande s'il a tant de marge que ça derrière, mais bon, après, un joueur, ça doit apprendre à bien prendre le pick and roll et tout ce qu'on ne vous apprend pas en université, des trucs qui sont très importants Oui, NBA, oui, jouer voilà. l'espace. Donc voilà, on peut pas juger après 2 3 matchs, mais je je sais pas s'il a tant de potentiel que ça derrière lui. J'attends de voir. C'est-à-dire qu'à Duke, il avait, avec Coach K, c'était surtout l'isolation, un petit peu façon Carmelo Anthony. Euh, il a, il a un petit peu évolué en défense à Duke, qui n'avait pas. Enfin, j'ai oublié l'high school dans lequel il était. J'ai plus le nom, c'est un Je m'en maillot rappelle pas noir et non plus. rouge. J'ai plus le nom. Winter Park, voilà, Winter Park. Il était à Winter Park High School. Je l'ai sorti de je sais pas où, mais je l'ai trouvé là, dans mon esprit. Pas Et, mal, bravo. euh, et donc, il avait des chiffres faramineux, je crois qu'il tournait à 28,5 points ou quelque chose dans le genre. Il avait des chiffres faramineux, mais quand il est arrivé à Duke, donc il a dû apprendre un petit peu la défense en un an. Là, on lui demande, en l'absence de Gordon, s'il peut passer un petit peu de point de garde. Il y a beaucoup de choses à assimiler, on lui demande beaucoup de choses là. Il faudrait se calmer et qu'il soit cantonné au poste 1, quitte à avoir Brian Roberts un peu plus longtemps et de cramer légèrement Grévis Vasquez, hein, parce qu'il ne faut pas trop en demander à Austin Rivers. Il n'est pas NBA ready comme peuvent l'être Damian Lillard, Jared Sullinger ou encore Anthony Davis. Et on sait que les arrières ont souvent pas la notion physique comme peuvent l'avoir les intérieurs, donc c'est plus compliqué. Mais encore une fois, il a un ball ending de folie. Quand il drive, c'est vraiment propre. C'est la finition en fait, la finition qui est pas au rendez-vous à chaque fois. Je pense, moi, quand il aura. Kyrie Irving, dans une autre mesure, avait à peu près les mêmes problèmes l'an dernier au début de saison.
où il avait des problèmes, notamment à jouer le pick and roll, qui est l'attaque de base en NBA, à prendre les mauvaises décisions, à ne pas garder assez d'espace entre quand justement il va attaquer l'arceau, entre son opposant et lui, attaquer le bon côté du panier suivant le jeu. C'est des choses qui s'apprennent et je pense qu'on en saura plus dans 1 ou 2 mois sur ce que peut faire Austin Rivers. Mais soit dit en passant, Grévis Vasquez, il est aux attentes, hein. On l'attendait Alors, un petit peu, ouais, mais ouais. Il a fait un tournoi pré-olympique avec le Venezuela vraiment, vraiment top. Comme l'a fait d'ailleurs Alfaro Caminu, dont on parlera un peu plus tard. Son premier match, 13 assists, après il en a planté 10. Encore 6 hier contre Chicago, quand on sait que toute l'équipe de Hornets n'a fait que 13 passes décisives hier. Il est dans ses gammes, il est pour moi, enfin je le dis depuis 2 mois, candidat au MIP. Il a vraiment trouvé une autre mesure et avec le départ de Jared Jacks, ça lui a fait beaucoup de bien. Il sait maintenant qu'on lui fait confiance et je me rappelle encore de lui dans son université à Maryland. C'était vraiment un très bon joueur NCAA et il a une vraie passion pour le jeu, pour le basket en général. Il a un QI basket très, très riche. Après, il est peut-être un peu moins explosif que d'autres meneurs parce que c'est vraiment un meneur atypique. Il est assez grand, il pourrait jouer poste 2 sans aucun problème s'il avait plus de fondamentaux au niveau du shoot. Et là, il est en train de travailler son runner-up à l'entraînement, il fait pas mal de choses, donc ça va être un joueur à suivre. Après, est-ce qu'il va exploser en plein vol, c'est une autre question. très bien. Mais ouais, j'étais un peu surpris. Il a mis un très beau shoot quasiment au buzzer, hein, dernièrement. Ouais, Euh, à la mi-temps. à la mi-temps, ouais, Ah non, 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 c'était en oui, fin de non, match, non? Ouais, pardon, tu me parles du match contre Utah, parce que hier il a planté un 3 points pour que les Hornets mènent à la mi-temps à 1 seconde du terme, quoi, pour prendre l'avantage 46-44. Mais oui, il a mis un, un shoot avec la planche en déposant Hayward sur son drive. Et ouais, Oui, ouais, les il deux a joueurs donné de Utah la se gênent victoire. un Ouais. peu d'ailleurs. Ils sont moitié Ouais, je composants sais tous plus les qui deux. Ils c'est. se cassent la tronche et il va finir, ouais. C'est Hayward et je sais pas qui était en face, si c'était Mo Williams, j'en sais rien. Alors je sais qu'il y a Hayward qui s'est fait déposer sur le drive, mais après je sais plus la deuxième personne. Mais d'ailleurs dans ce match, si vous pouvez le prendre, revoir juste la fin du match, il y a quand même 3 shoots de fin de match assez exceptionnels. Déjà il y a Ryan Anderson qui redonne l'avantage aux Hornets. Après il y a Paul Millsap qui sort encore un truc énorme avec un 3 points au-dessus de Jason Smith qui fait plus de 2,10 m et donc avec la fin assez heureuse de Grévis Vasquez. Et c'est vraiment une fin de match à voir. Mais au finalement, le 5 de départ des Hornets, bah, je sais pas Antoine, il me paraît plutôt intéressant quand on y repense. On a Vasquez, Gordon, Aminou, Davis Lopez, Ryan Anderson qui peut sortir. Ça, je sais pas quel potentiel ça peut avoir, mais moi je trouve ça intriguant, je trouve ça intéressant. Ça m'a l'air bien équilibré. Bon, tout dépendra, je pense, des rendements offensifs de Davis et Gordon, ce qu'ils pourront donner. Mais défensivement, je pense que ça peut être très solide. Et il y a un certain équilibre, j'aime bien, ça me paraît bien fait, quoi. Bah, C'est pas moi, les Kings, quoi. C'est bien fait, j'ai l'impression. bah, j'espère ne jamais être les Kings parce qu'ils sont dans une situation assez délicate. Mais pour revenir à la défense de Hornets, ils ont été quand même. Enfin, ça reste de la pré-saison, on est d'accord là-dessus, hein. Mais la cinquième meilleure de la pré-saison, en comptant les points des adversaires, donc. Et là, sur ces 3 premiers matchs, on a encaissé une moyenne de 89 points. Le plus grand nombre de points contre les Spurs avec 99 points. Et pour moi, paradoxalement, le match contre les Spurs, c'est notre plus beau match. Parce que ça reste les Spurs, c'est une équipe très aboutie, on le sait. On a quand même joué 3 équipes de playoffs, 2 victoires, une défaite. Le seul point noir contre les Spurs, on a très bien géré la fin. Gravis Vasquez qui est un peu en retard sur le shoot à 3 points de Tony Parker et surtout Davis qui n'a pas été à son avantage défensivement, je trouve. Qui a un peu laissé jouer Duncan, peut-être. Ah, il est en même temps l'un des joueurs offensivement les plus techniques face à Ouais, mais lui. Ce que je veux dire, peut-être. c'est qu'on parle beaucoup de Perkins comme un défenseur exceptionnel.
Il a pris l'eau du début à la fin contre Duncan aussi, quoi. Mais peut-être trop admiratif, Davis envers Duncan Ah, avec il les y a la déclarations pression, c'est le d'avant-match. premier Voilà. match, Ouais. c'est peut-être la référence aussi. C'est le joueur que beaucoup de monde va essayer de copier. Je comprends parce que Et son c'est pas deuxième match facile. Et Duncan défensivement. est un joueur exceptionnel en plus qui a très bien commencé la saison en plus, il faut le dire. Ouais, ouais, non, bien sûr, mais et le deuxième match défensivement, il a été meilleur avec des replis défensifs énormes. Et j'ai l'impression que Davis, bon, il avait donc il a grandi en très peu de temps, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment la vitesse d'un ailier hein, sur repli défensif. C'est assez faramineux quoi. Et Techniquement, c'est assez impressionnant. ouais, non, il revient. Alors quand je vois les gens parler du top 10, je vais poter CJ du doigt, par exemple, qui avait dit euh, voir courir un pivot comme DeAndre Jordan pour aller au dunk, c'est assez impressionnant. Et franchement, Davis, j'ai l'impression qu'il va 2 fois plus vite encore. J'ai pas l'impression que c'est un intérieur assez atypique. Il revient, il allait à la même vitesse pendant un moment que donc sur contre-attaque des Jazz que Randy Foy, qui est un joueur qui galope quand même. Hein. C'est pas un joueur qui reste campé sur ses appuis. Et il a été exactement à la même vitesse que Randy Foy. Donc c'est assez impressionnant pour un rookie et pour un mec de sa taille. Et j'ai l'impression que les Hornets lui ont donné quelques petits compléments alimentaires parce qu'au niveau des épaules, ça commence à se développer. Hein. Un régime à la Dwight Howard, quoi. Ouais, ouais, non, Ouais, c'est normal, tout le monde y a droit en rentrant, c'est le tarif Ah habituel ouais. aujourd'hui. Ah non, ça a l'air assez bien développé au niveau des épaules. Bon, les bras sont un peu ballants encore. Peut-être la coordination des bras qui est pas au top et la musculature des, des triceps. Mais il a l'air bien campé quand même. Il a un gabarit assez énorme. Très bien, et donc, imaginons que Gordon revienne dans les instants, bah, ce qui correspond, je crois, à 4 à 6 semaines, si je me gourre pas. Alors ouais, 4 à 6 Euh, semaines, il a essayé de diagnostiquer, j'arrive pas à le dire, diagnostiqué, pardon. Ça serait pas avant mi-décembre, donc, finalement. d'accord. De ce Et qui se dit. 4 à 6 semaines pour revenir à l'entraînement, peut-être. tu les vois où, les Hornets? Ah, on va dire ton pronostic à la fin de la saison, tu les vois où? Ou plutôt à combien de victoires? Alors, moi, dans mes prédictions que j'avais fait, je les vois pas comment dire, en playoff. Euh, mais je les vois pas loin non plus. Alors, est-ce que c'est parce que j'espère, comment dire, un nouveau pic pas trop dégueulasse, je pense que je jinx pas mal de ce côté-là. Et que j'espère finalement avoir un joueur autour de la. Peut-être un lottery pick à 13e, 14e place. C'est quand même haut, c'est haut. Oui, c'est où, mais Ça veut ça dire en gros que les correspond. Hornets finiraient, surtout dans la conférence Ouest, ils finiraient pas loin de la 8e place. Voilà, c'est ça. Je les vois bien, 9 10e position. Après, tout va dépendre d'Eric Gordon, mais de la façon dont on joue sans Davis, on a joué remarquablement bien contre les Bulls. Euh, c'est notre défense qui va tout faire, j'ai l'impression. Donc sans Davis, sans Gordon, on arrive à battre les Bulls. C'est quand même une très bonne équipe et qui sera sûrement dans le top 5 team de l'Ouest, de l'Est, pardon. Donc ça présage pas mal de bonnes choses. Après, si Gordon revient en forme et que Davis continue sur sa lancée, ouais, légitimement, s'il continue à jouer comme ça et qu'il y a une cohésion dans l'équipe, un très bon coach, je pense qu'on peut les voir en playoff. Dans Ouais. 7e ou 8e spot. Pas plus haut, hein. Pas plus haut. Je suis plus mesuré moi. Déjà la conférence Ouest cette année, elle va quand même être très costaud parce que faut être franc, excepté les Kings. Et j'ai même pas envie de mettre les Suns à vrai dire. Chaque match sera compliqué. Je veux dire, je vois pas que ça soit Golden State, Portland, Utah, Dallas. Il y a Minnesota, il y a aura rien de facile à l'Ouest et ça. Du coup, pour les Hornets, les voir si haut, ça va dépendre d'une chose pour moi, c'est quel impact on va donner à Davis. Parce que Gordon, on sait à peu près ce qu'il peut apporter. On connaît son style, on connaît son jeu, on sait qu'il va mettre ses 20 points. Davis, c'est la question de s'il va vraiment avoir un énorme impact de la première saison.
une défense de fer, un Il game est quand même bien changer, comme on parti, hein. dit. C'est pour moi la question. S'il est vraiment comme ça, oui, ça sera clairement dans les discussions pour les playoffs. Après, si c'est un peu plus compliqué, un peu plus mesuré, une bonne saison, rookie de l'année, etc., mais pas plus, ça sera quand même très difficile pour moi de passer dans des équipes comme Dallas, comme Utah, comme Golden State. Ça la barre me paraît quand même très haute à l'ouest. Ah oui, non, mais de toute façon, la septième ou huitième place, ça serait une surprise et il y a beaucoup euh, de problématiques dans ce que je dis. Il y a des tas de formes de Gordon, il y a les match-up qui peuvent être désavantageux. Est-ce que Robin Lopez va continuer sur sa lancée parce qu'il est vraiment pour l'instant énorme. Je sais pas à quoi il tourne, mais il est vraiment énorme. Tu penses que Et leur banc tiendra? le Le banc des Hornets, est-ce que tu penses au moment où ça sera un peu dur pour les titulaires, il pourra venir à la rescousse? On sait que dans bah, une saison qui est longue, c'est un facteur important. je le trouve sympathique parce que mettre Ryan Anderson sur le banc, euh, c'est sympathique quand même pour aider la seconde unit. Jason Smith tiendra. Il tiendra, c'est sûr. Il mettra pas 15 points par match avec 8 rebonds, mais il sortira les blocs comme contre Chicago quand il le faut. C'est un joueur avec lequel on n'aura jamais de surprise. Il stagne. Je fais partie des joueurs qui l'aiment beaucoup. Il prendra ses shoots au périmètre, il les rentrera. Pas tous, il fera pas toujours un 7 sur 9, 11 sur 14, etc. Mais il tournera toujours un bon pourcentage avec ses shoots au périmètre. C'est un 7-footer. Après, Mason m'a surpris pour l'instant, a mis ses shoots, mais encore une fois, il y a que 3 matchs, donc ça va être la grande question. Et si Gordon revient, c'est quand même un luxe d'avoir Austin Rivers en poste 2, en backup d'Eric Gordon, même si pour l'instant son shoot est un peu en berne, même s'il est immature dans son jeu, même s'il y a beaucoup de déchets, ça apporte toujours un peu de folie. Et la folie, c'est un peu ce qui nous a manqué ces dernières saisons avec des joueurs qui n'apportaient rien de bien fou en tête de liste, Marco Bellinelli par exemple. Qui est le meneur Euh, remplaçant? le meneur remplaçant est un joueur qui était à Bamberg, si je me souviens bien. C'est son premier contrat NBA. Et c'est donc Brian Roberts qui a été signé après la Summer League, qui Est-ce que nous a c'est fait un pas 0 sur juste 5 ça? hier. Ah si, bien sûr. Non, ils ont été impressionnés. Je pense qu'ils ont été pris de court parce que ils voulaient pas toucher dans les dépenses et attendre la free agent 2013 parce on va avoir 14 millions de dégagés avec Rashard Lewis. Donc je pense que ça s'est fait un peu dans la précipitation. Donc voilà, c'est Brian Roberts, Lance Thomas et Hakim Warwick. Ce sont les trois éléments entre guillemets perturbateurs qui n'auront Warwick peut aucun être un bon impact joueur, mais sur le le banc. reste c'est quand même très juste même, hein. En gros, la rotation des Hornets aujourd'hui, c'est 8 joueurs, quoi. Ouais, ouais, en Donc il y a gros, pas le ouais, c'est droit. ça. 8 joueurs, ça peut tenir, mais il y a pas le droit aux blessures. Ah non, mais c'est sûr que l'impact blessure va être déterminant à la saison des Hornets, comme dans toutes les équipes, mais je pense qu'on est quand tu luttes pour les playoffs, c'est encore plus important. Donc oui, sur le banc, donc Ryan Anderson, Austin Rivers, Darius Miller qui peut vraiment prendre ses shoots. Pas plus, il a un QI basket très très intéressant. Il force jamais un shoot. Je l'ai jamais vu forcer quoi que ce soit à Kentucky ou à Hornets, en Summer League, en pré-saison. Il n'a jamais rien forcé. Donc ça peut vraiment être intéressant de l'avoir et c'est également un très très bon défenseur. Donc à voir, après la rotation peut être un peu légère. On sait que Lance Thomas, Brian Roberts, ça n'apportera rien de bon. C'est pour ça qu'en ce moment, Austin Rivers est un petit peu au four et au moulin. Il fait point guard, shooting guard. Donc tout dépendra de l'évolution des rookies, des blessures. Enfin, il y a vraiment plein de facteurs. Mais déjà, côté Hornets, on serait bien content de finir 9, 10e. Et déjà d'avoir des beaux matchs sous les yeux, c'est un vrai plus pour nous. On s'est quand même tapé 66 purges l'année dernière. Donc là, ça fait quand même plaisir de voir une équipe qui joue. Bon, on te souhaite bon espoir là-dessus alors. Bah ouais, Euh, carrément. on va changer de sujet. C'était l'une des grosses actualités de ces derniers jours.
C'était les prolongations de contrats potentiels des joueurs de la draft 2009. Ils avaient jusqu'au 31 octobre, si je ne me trompe pas, pour avoir une prolongation de contrat ou non. Et Ouais, début de la NBA, 31, ouais. on a vu des chiffres tomber qui sont assez impressionnants quand même. Si je te demandais le meilleur et le pire contrat qui a été signé récemment, tu prendrais qui? Si je prends compte des 3 premières performances ou pas? Ou sur le potentiel? Comme tu le sens, comme tu le sens. Je fais un mix des deux. Oui, comme tu le Euh, sens, si tu prends le alors, potentiel, à toi de voir. alors si je fais un mix des deux, je vais en étonner plus d'un, mais je vais prendre Taj Gibson. À niveau du potentiel en défense, de ce qu'il peut apporter aux Wolves, et surtout, ça peut permettre un tel contrat, l'éviction de Carlos Boozer, que je trouve vraiment indésirable aux Bulls, qui a fait 1 sur 8 hier, et je pense que ça peut pousser les Bulls à envoyer valser Carlos Boozer, alors dans un trade ou dans une amnestie, on ne sait pas encore, mais Un je pense trade que c'est semble une... quasiment impossible avant sa dernière année de Ouais, contrat. je pense Je vois aussi. pas qui pourrait le prendre à son âge, avec une telle somme. Ouais, parce Quel qu'il a encore intérêt, je 3 ans vois là, pas. hein. Il a encore 3 ans et sa dernière année est à 16 800 000, si je me trompe pas. Donc ça me semble assez compliqué, mais moi j'aime beaucoup ce joueur qui apporte une intensité défensive assez énorme et qui colle assez bien à la mentalité de Chicago. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais gros défenseur, un peu comme Noah, qui tant qu'il saigne pas sur le terrain, reste à se battre comme un beau diable. Donc j'aime vraiment ce joueur. Après, le pire contrat, ça va être compliqué. Je peux pas dire Harden parce que c'est un des meilleurs arrières, même si le contrat est assez haut et est fait signer au max. Je vais dire compte tenu des blessures, Stephen Curry, qui est un joueur vraiment, vraiment somptueux à avoir joué. Mais il y a toujours l'interrogation blessure qui est inscrit sur sa tête. Pourtant, Golden State a vraiment une chouette équipe. Moi, j'aime beaucoup cette équipe avec Harrison Barnes à l'aile, surtout Klay Thompson, Karl Landry qui fait vraiment un très très bon début de saison, l'ancien Hornets, avec qui j'avais un très bon feeling à l'époque. Et donc, c'est une très belle équipe avec Bogut qui revient, mais on limite les minutes pour risque des blessures également. Donc Stephen Curry est un très bon joueur qui fait très peu de pertes de balles, très peu de mauvaises décisions, mais encore une fois, il a toujours ses problèmes récurrents de blessures. Moi, je suis pas là-dessus, je suis pas forcément d'accord. C'est vrai que c'est un pari au fond, et le pari c'est s'il continuera à être en bonne santé ou pas. Bon, on n'est pas médecin, on sait pas ce qui va pouvoir potentiellement se passer, la gravité de ses blessures aux chevilles. Bon, c'est vrai que ce qui donnait pas beaucoup de confiance vis-à-vis du contrat, c'était que, si je me rappelle bien, il y a eu quelques rechutes à ce niveau-là, Hmm. ça semblait jamais se terminer. Mais Faut voir parce je que pense, après, s'il est en bonne santé, c'est quelqu'un qui mérite tout à fait 11 millions, et 11 millions est peut-être un très bon contrat. S'il ouais, est en mais bonne santé, 11 millions est un très bon contrat pour du Stephen Curry. je pense qu'on est tous d'accord, si on juge que le potentiel, que le pire contrat qui a été signé, c'est celui de DeRozan. C'est DeRozan, je comprends, je dois être franc, je ne comprends pas trop. L'an dernier, alors ok, c'est vrai que l'an dernier, c'était même, ça se trouve, le meilleur marqueur des Raptors, je sais pas. Je sais qu'il marquait environ 17 points, mais un pourcentage même pas terrible, 42%, et marqué, on va dire, 17 points dans une équipe quand même très moyenne, même pas un bon pourcentage, et le point qui est vraiment gênant, c'est en ne faisant rien d'autre. Hmm. Quand DeRozan, on peut se dire, avec son énorme physique, ça pourrait être quand même un super défenseur, quelqu'un de très complet, euh, un peu dans la logique un peu de ce qu'on voit avec Paul George, qui fait d'ailleurs une très bon début de saison. On regarde ses statistiques, on a l'impression de voir celle de Roy Hibbert, mais non, c'est bien celle de Paul George. Et avec son physique de fou, DeRozan pourrait faire la même chose. Le problème, c'est que ce qu'il a montré pour l'instant, c'est un jump shot relativement moyen, et c'est tout, quoi. Hmm. Et donner Je suis d'accord, autant ouais. pour un joueur, sachant qu'en plus ces Raptors cette année, ah bon, bah Bargnani est là, ils ont signé Laurie. Euh, DeRozan ne sera plus cette année la première option offensive, et j'ai du mal à comprendre. Alors, le seul argument que j'ai pu entendre de valable, c'est apparemment une sorte de déclaration un peu d'amour des Raptors qui leur dire bon voilà, on te fait confiance,
et d'espérer un déclic mental du joueur en se disant bon, faut que je vale ces 11 millions. Mais Ouais. je trouve ça quand même très très bizarre et il y a pas c'est je suis d'accord avec toi. Pour moi c'est vraiment le pire contrat. Et Et ça me s'il fait y penser avait un peu, justement au parallèle, on parlait d'Austin Rivers, ça me fait penser un peu à DeRozan. Je sais pas si tu l'as suivi euh, je quand, l'ai suivi, quand il je me jouait rappelle très bien. pour USC, et il était à Compton High School, donc Compton, la ville du rappeur The Game, pour ceux qui connaissent, et donc il était par scout.com et Rivals, numéro 3 de la nation, quelque chose comme ça, il tournait je crois qu'il tournait à 26 points et 8 rebonds, quelque chose comme ça, hein. Il faudrait que je vérifie, mais C'était un vrai phénomène. Et je crois qu'on en parlait depuis super jeune. DeRozan, il me semble, depuis quand il avait 14 ans, on commence à entendre parler parce qu'il pétait très vite des tomards de partout à un ouais. âge vraiment Et jeune. Mais pour me rappeler de sa saison universitaire, ça avait été très contracté parce qu'il avait fait une première partie de saison horrible. Et vu qu'il s'était entre guillemets acheté justement un jump shot pas bon, correct, tout le monde s'était dit ah voilà, il y a des facteurs de progression à miser sur ce potentiel. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'améliorations depuis. Et c'est un joueur qui est décevant, qui a du coup un énorme potentiel si on prend son physique en compte. Mais ça fait combien d'années qu'il est là dans la ligue? Bah, draft 2009, ça va nous faire. il est de la draft 2009 parce qu'il avait fait un tournoi Pac-10 assez impressionnant et justement il avait été MVP de la Pac-10 Tournament. Il était même dans l'All Frenchman Team. Donc il avait fait vraiment une saison de dingue avec USC. Et ouais, je me rappelle de lui à la draft 2009. Il avait été sélectionné 9e par les Raptors. Donc ouais, ça fait un moment quand même qu'il est dans cette équipe. Ça devrait, si on juge pour le potentiel entre high school et college, ça aurait dû être vraiment un joueur qui aurait dû convertir rapidement son jeu NCAA vers le jeu NBA. Je Mais pense pour l'instant, c'est pas le cas. il est arrivé trop brut en NBA ou c'est en plus c'est quelqu'un qui est arrivé trop brut à la fois dans ses qualités intrinsèques et dans sa relation avec le reste de l'équipe au niveau du collectif. DeRozan, c'est un peu un joueur qui est tout seul et je trouve qu'il a vraiment un apport qui est vraiment trop minime et le seul apport qu'on pouvait se dire c'est qu'il va marquer quelques points. Et là, vu que les Raptors sont, bah justement, ils ont Laurie, ils ont trouvé Bargnani, Ouais, ouais. Valanciunas, on sait pas ce que ça va faire, mais est-ce qu'ils ont besoin à nouveau, est-ce que, voilà, il aura des tickets de shot en moins, est-ce qu'ils avaient besoin de le donner autant? Je suis vraiment pas du tout convaincu. Mais encore une fois, Et est-ce que c'est pas l'entourage du joueur qui peut prêter à confusion? Parce qu'on sait je que ne connais l'entourage dans pas le du tout son basket, entourage, c'est. je ne connais pas du tout le sien. Pourtant, il me semble que c'est à l'époque où je faisais encore les papiers sur les draftés. Je ne connais pas du tout le sien et bon, oui, il y a toujours des questions d'entourage et tout. Après, il y a des Parce que fois c'est. où le fait de vous amener en NBA, ça vous fait passer un cap directement. Vous avez de la compétition plus forte, ça vous motive et tout. Je prendrai toujours, je vois Redrick Bobois, même si ça se passe pas très bien pour lui en ce moment. Entre quand j'ai vu quitter Cholet et faire ses premiers matchs à Dallas, je faisais, ah, non, il a vraiment progressé, il y a pas moyen. Et il y a d'autres joueurs où le cap est trop haut. Le cap est tout simplement trop haut à passer. Et voilà, DeRozan, aujourd'hui dans la NBA, on glorifie un petit peu les joueurs qui ont un jump shot parce qu'ils arrivent à créer leur shoot et tout, un peu à la Danny Granger. Mais Ouais. qui. Encore, Granger est un très bon défenseur, mais on peut vraiment rien dire à côté de ça sur DeRozan. Et moi, je Mais- suis vraiment mais très moi- perplexe. Mais le problème aujourd'hui de Toronto, c'est qu'ils surpayent tout le monde. Bien qu'ils ont fait un très bon contrat avec Laurie, ils surpayent Fields, ils avaient surpayé Turkoglu. Ça devient un petit peu une manie. Je sais que c'est pas une équipe qui est très attirante, mais Hmm. ils s'handicapent à chaque fois et j'ai l'impression que ça Pas va jamais facile au niveau s'arrêter, des quoi. contrats, hein. Quand tu es un small market, à bien gérer les contrats, c'est quand même pas simple. Et pour moi, DeRozan, j'ai l'impression que c'est l'après-coup de la célébrité en high school et au collège, quand il avait gagné en 2008 le McDonald's All-American Slam Dunk. Il a gagné plein de trucs, il était à Jordan Brand Classic, au Madison Square Garden. Et il avait quel âge? Je sais pas, il devait avoir 18 ans à cette époque-là, Ah, à peine quoi. ça lui a chauffé quand même au début de son année NCAA quand il était vraiment pas bon du tout, quoi. Après, Ouais, il ouais. a fini par être correct et on s'est dit, ça va faire comme les Derrick Rose, comme les Tyreke Evans, un début de saison très moyen et une fin de saison super, ce qui promet beaucoup. Et ça n'a pas été du tout le cas. Mais je sais qu'au début d'NCAA, Hmm. ça lui chauffait parce que beaucoup de monde attendait Monts et Merveilles et il avait été très décevant.
Ah, c'est toujours le problème quand on marque beaucoup de points en high school, comme pratiquement tous les bons joueurs font des gros matchs en high school. Et donc après, c'est toujours plus compliqué de confirmer toutes les attentes. Il y en a très peu qui arrivent, il y en a très peu. Et bah après, moi, si j'avais à choisir un bon contrat, j'avoue que j'ai du mal. J'ai du mal parce que Drew, l'idée, c'est clairement, faut mis sur le potentiel qu'il peut avoir comme il ne peut pas avoir. Mais c'est un, ça reste un gros pari, je trouve. Ty Lawson, c'est un très bon joueur, mais qui a besoin de progresser encore. Hmm. Et qui ne vaut pas encore 12 millions. Mais bon, on se dit qu'il progresse chaque saison. Donc pourquoi pas encore y être plus. Mais on a du mal à voir comment il pourra encore progresser, comment il pourra être meilleur. Je suis en train de me demander, Ty Lawson, il est aujourd'hui au Nuggets, mais il n'avait pas été drafté par les Minnesota Timberwolves. J'en ai strictement. Je me demande s'il avait été drafté, il avait été échangé directement. Ouais, c'est ce que Déjà que je suis sûr c'est qu'il a pas très porté un autre maillot, j'en suis persuadé. Mais je me pour ça. rappelle Moi, il me plus semble que par c'est les qui. Wolves. Mais à l'époque, j'avais dit que ça allait être pas si ridicule que ça pour avoir été très fan de l'équipe de North Carolina de l'époque. Ah bah, qui Et avait c'est vrai qu'il a plutôt bien percé, Ty Lawson, sans doute celui qui a le plus réussi de cette génération-là. ouais. North Et Carolina en 2009, c'était un peu le Kentucky de 2012. Hein. C'était un ouragan. C'était magnifique à avoir joué. ah, mais en plus, ils avaient en Final Four, je veux dire dans la March Madness, ils avaient vraiment défoncé tout le monde. Il y a pas eu de débat pendant toute la March Madness, quoi. C'était Ouais. assez monstrueux. Et moi, de ce que j'ai suivi en NCAA, c'est l'équipe la plus dominante que j'ai pu voir. Ah non, mais clairement, c'était vraiment, enfin, c'était somptueux comme Final Four. Enfin, fallait être pour North Carolina et pas pour les autres équipes parce que c'était C'était, vraiment abominable hein, pour Par les contre, autres. Hein. c'était l'une des finales les plus moches que j'ai vues, tellement que North était au-dessus et Michigan State était Oh, en il y dessous. avait la finale de Yukon aussi quand même, hein, qui était vraiment pas terrible. Hein. Ah, il y avait pas de Il et y a quoi celle-là, il il y y a... avait tellement une marche que on voyait pas Ouais, comment c'est... c'était possible qu'il y ait un autre scénario qu'une grosse victoire de North Carolina. Oh non, mais c'était écrit de toute façon. Et oui, donc pour revenir à Lawson, ça peut être un bon contrat. Après de toute façon, je l'aurais moi-même prolongé hein, avec tout ce qu'il a apporté aux Nuggets de Denver. Il Il avait n'y avait été pas très vraiment bon le choix, je suis notamment. bien d'accord avec toi. Il n'y avait pas vraiment le Ouais, il a choix. été très bon notamment en playoff contre les Lakers. Enfin, j'ai envie de dire que tous les meneurs sont bons contre les Lakers. Euh, c'est un peu. Chris Paul adore jouer contre les Lakers. Il l'a encore montré il y a pas longtemps. Que ça soit aux Hornets, que ça soit aux Clippers. Donc tout le monde aime bien jouer en tant que point de garde contre les Lakers. Bah, surtout en ce moment, j'ai envie de dire. Là où il est très important, Lawson, c'est vraiment lui qui amène le tempo rapide de cette équipe de Denver. Hmm. S'il y a un joueur qui l'amène, qui les fait courir, c'est vraiment Ty Lawson. Et c'est alors en plus le petit plus qui dit que son contrat est peut-être finalement justifié parce que sans Ty Lawson, bon, il y a non seulement la menace en moins, non seulement une autre personne qui doit porter la balle, même si André Miller saurait très bien le faire, mais en plus c'est celui qui amène principalement cette dynamique à l'équipe. Hmm. Et puis surtout, il a un très bon shoot à 3 points Ah, il est en saison monstrueux, et encore régulière. plus Hein. sur Ouais. Touquet. Sur Touquet, c'est un monstre, Ah non, Tylerson. mais en carrière, je crois qu'il est pas loin de 40% hein, sur Très, les 3 dernières années, donc il très est super adroit, consistant. Ouais. très rapide, il finit très bien. Et C'est chaque année, il évolue. Hein. oui, c'est pour ça que son contrat de 12 millions est peut-être pas trop mal. Ah On ouais, finit non, par mais le troisième sujet. Ah bah on y va, c'est parti. Alors le troisième sujet, qui sera le dernier, c'est le podium hein, que l'on voit à la fin de la saison régulière à l'Est. Alors on est à peu près d'accord sur Miami, me semble. Je pense qu'on sera d'accord pour mettre tous les deux Boston. Bon, moi Mhm. personnellement, je parierais pas ma vie pour Boston dans le podium Ah à non, moi non l'Est, plus. mais je me vois pas les mettre non plus. Voilà, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est pas méchant, hein, mais c'est un peu par défaut. C'est Je me dis que totalement Boston ça. peut faire, euh, peut faire de très bonnes choses, comme de très mauvais matchs, comme celui d'hier notamment. Ils ont gagné un peu de façon étriquée, mais au vu de leur banc, peut être assez Moi, productif, faut qui ne qu'ils l'est pas arrivent à encore. avoir une dynamique au niveau du banc. Quand on a Hmm. Jason Terry, quand on a Lee, quand on a Green, quand on a Selinger, Barbossa également, même s'il est plus Barbosa, unidimensionnel.
faut réussir à trouver, c'est ce qui est très difficile, un banc. On le dit jamais assez. Un banc, on le dit toujours. Un banc, ça se joue pas vraiment au niveau des noms. Je prends il y a pas longtemps, quand c'était les Suns avaient été en finale de conférence en 2009, ils avaient un banc. On regarde les noms, on disait mais c'est ridicule. Et finalement, c'était l'un des meilleurs bancs de la NBA. Donc, c'est toujours un équilibre à trouver qui est pas forcément facile et qui dépend pas toujours des noms. Mais s'ils arrivent, ou s'il y a même certains joueurs qui arrivent vraiment à se greffer à cet effectif, ça peut être très intéressant. Et l'une aussi des... J'attends de voir cette équipe avec... j'ai perdu son nom. Avery Bradley de retour. Qui pour moi, Ouais, qui bien était sûr. l'an dernier un Un des meilleurs défenseur mais défenseurs, ouais. exceptionnel. Dans le Avec sens où non Iman seulement il était Shumpert, très c'était bon les sur meilleurs. l'homme, mais il était très bon aussi quand son défenseur n'avait pas le ballon. Il y a Bradley, Ouais, je sais plus quel exactement. match j'avais vu, où son défenseur, je sais, bah du coup comme je sais pas le match, je sais plus qui était son opposant, mais c'était plutôt quelqu'un offensivement. Il avait C'était jamais la pas le balle. match. Il C'est pas avait le match contre jamais. C'est pas le match contre Miami et Dwayne Wade, quand Dwayne Wade s'est pris un bloc et qu'ils s'étaient un petit peu chauffés les deux. Je sais plus, mais ça a duré pendant une bonne partie du match. Et celui qui était donc défendu par Bradley n'avait pas la balle, il n'y arrivait pas. Ce qui reste quand même la meilleure défense, hein. Si vous voulez Il défendre sur un conteste, ouais. joueur, le meilleur moyen c'est qu'il Ouais. quand il n'y a pas la balle, il sera pas dans le jeu. Il était vraiment très Il a bon et contesté j'attends la cet position, ouais. effectif avec Bradley. Je pense ils vont pas faire beaucoup de victoires. Ils vont pas. Je pense que ce sera vraiment une équipe, surtout vu l'expérience, qui sera prête en playoff. Mais je les vois quand même je les vois quand même sur le podium un peu par défaut. Ouais, je les vois aussi sur le podium parce que ce qui reste après, c'est quand même moins costaud, hein. Et là, t'as quand même Pierce, Garnett, Rondo, qui est un meneur quand même fabuleux, dans le top 3 sans aucun doute. Après, c'est un autre débat, est-ce que c'est le meilleur meneur ou pas? On peut parler de ça pendant 2 siècles, mais dans le top Je le 3 des vois comme un meneurs, ça c'est MVP sûr. potentiel cette saison. Bah, pas au niveau de James, mais dans les discussions en tout cas. Ouais, non, je vois pas pourquoi il ne pourrait pas être habilité à devenir un jour dans la course de MVP, dans le top 5 ou dans le top 10. Euh, il a un des jeux les plus complets, le rebond, shoot, défense, passe décisive, bien sûr. Je trouve qu'en Euh, défense, plus ça va, il fait partie de ces meneurs qui parient trop en défense. Et du coup, on regarde les statistiques, on dit ah, putain, il a quand même pas mal d'interceptions, il défend bien, mais plus je le vois et plus je me dis putain, il tente des gros paris à chaque fois et ça passe ou ça casse. Le problème, c'est que quand ça casse, souvent ça fait 2 points, quoi. Et ouais, bah, ça fait pour en ça reste un transition, ouais, très bon souvent. Ouais. défenseur, mais je suis de plus en plus. Je trouve Bah, qu'on en fait peut-être un peu trop, quoi, du coup, sur lui en défense. je préférais la défense de Rondo il y a 2 ans, moi. Je fais partie Pareil. de ceux qui préféraient le Rondo d'il y Ouais. a 2 ans, au niveau défense. Et là, c'est vrai que, je sais pas, il y a un petit. Je sais pas ce qui se passe vraiment. C'est peut-être moi, hein, c'est peut-être mon regard vis-à-vis de lui. Mais je trouve qu'en défense, il est moins impliqué. Alors après, est-ce que c'est l'ambiance de l'équipe après la perte de Ray Allen ou quelque chose comme ça? C'est peut-être mental aussi. Mais je trouve qu'il est moins impliqué en défense. Après, ça reste un bon défenseur, hein, pour un meneur de jeu. Faut pas se tromper là-dessus. Mais je le trouve moins bon qu'il y a 2 ans dans ce compartiment du jeu. Donc Boston, on va dire, allez, par défaut, on le met tous les deux dans notre podium. Ouais, C'est vrai que moi, potentiellement je les mets numéro par 2, ouais. défaut en disant que ils ne peuvent très bien ne pas y être. Ça dépendra aussi Attention, des autres équipes. ne pas y être, tu parles de la deuxième place, pas en playoff, hein. On est d'accord. Ah oui, oui, je parle Oui, du d'accord. podium. Je veux dire, si D'accord. Boston est quatrième, je serais pas complètement surpris non plus. Ah non, non, ça peut très bien se passer, mais je les vois pas en dehors de la quatrième position pour ne pas Trop avoir l'avantage du d'expérience. terrain. Ouais, ouais, je les vois pas en dehors de la quatrième position pour ma part. Trop d'expérience, il y a des joueurs qui ont trop à chaque fois la rage au ventre. Rondo, Pierce, Garnett, c'est bon, même si on a vu Pierce des fois un petit peu moyen, ils ont des joueurs qui s'investissent, qui aiment s'investir et qui en plus ces mêmes joueurs-là sont les cadres et du coup c'est pour ça que Ouais. je suis quand même relativement positif. Allez, ouais, je pense que c'est positif pour eux. Je les vois dans les 3 premiers. Par contre après, l'autre équipe qui peut s'y Ah, glisser, ça va être alors très là compliqué, hein. c'est le, je pense que je vais choisir une équipe, mais avec aucune certitude. Je veux dire, je ne parierai rien dessus. C'est très 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 ouvert. Bah, Je, avec Derrick Rose, peut-être qu'on aurait donné la troisième place, voire la deuxième sûrement, place aux Bulls. incontestablement, Donc incontestablement. voilà. Mais là, enfin, c'est plus compliqué, hein. Je mettrais les Bulls, mais encore une fois, par défaut. Juste parce
qui ont un impact défensif que d'autres équipes n'ont pas pour le moment. Je pense par exemple à Atlanta, aux Knicks, aux Nets également, qui n'ont pas, c'est moi, il y a eu un petit problème, qui n'ont pas cet impact défensif. Donc je mettrais Chicago en fait devant. Alors après, est-ce que les Nets peuvent prétendre à une 3e place? Je pense que ça va être trop juste cette année. Et donc les Knicks peuvent gagner pas mal de matchs en saison régulière. Ils peuvent foutre des raclés à pas mal d'équipes, mais encore une fois, il y a l'aspect défensif qui rentre en cours de jeu. Donc je mettrais Chicago pour le moment en fait. Et au fur et à mesure de l'évolution des matchs, on verra. Mais pour l'instant, je serais bien tenté de mettre Chicago. Moi, dans un premier temps, je faisais partie de ceux qui étaient super optimistes pour Atlanta. Où je me disais, bon, la perte de Joe Johnson, je disais pas que c'était rien du tout. Mais je trouvais que ça pouvait changer l'équilibre de l'équipe. Voilà, une répartition différente des tickets de shoot, quelque chose de différent. Je vois Joe Smith faire une très bonne saison. C'est une année de Combien fin de de, contrat. combien de temps de blessure pour Josh Smith? Il est pas blessé, non? Je ne sais, je crois qu'il était juste absent ce soir. De ce que j'avais vu, on disait qu'il était D'accord, absent ce ok. soir. Et après, je sais pas si c'est plus ou moins. Je suis pas au courant. Mais je me dis que Josh Smith, il va faire une très bonne saison. Je trouve que les gens ont oublié que Al Horford est un très bon joueur. On l'a très vu disparaître l'an dernier et ça reste un super joueur, un super pivot qui pour moi est bien supérieur à Roy Hibbert. Il faut qu'il soit en bonne santé, c'est toujours la même problématique, parce que quand je l'ai vu jouer avec la République dominicaine, il a été très bon. Mais encore une fois, si Horford se blesse, bah, Après, Horford derrière a c'est eu plus vraiment compliqué. une blessure dans sa carrière. C'était vraiment une Ouais. blessure. On va laisser, on va dire, le doute. Voilà, je pense quand même qu'il ira. Je le vois quand même bien aller jusqu'au bout. Ouais, mais regarde, Greg Oden a eu une blessure, mais elle a duré super longtemps. Hein. Oui, oui, effectivement, mais Greg Oden, ça a été très rapide, on va dire. Non, je vois bien Horford aussi faire une bonne saison et quand il y a une bonne raquette après, c'est quand même plus facile de se projeter. Je vois Lou Williams se lancer dans ce que pouvait faire Crawford il y a quelques saisons de ça. Le joueur un petit peu foufou qui va mettre ses shoots, mais qui reste important au collectif. Je vois bien. Concernant Tig, c'est pour moi la clé de cette équipe. Si Marquis, il me semble que c'est que je confonds pas avec son frangin, c'est celui-là, c'est Marquis. Non, c'est Jeff Teague. Jeff Teague que je confonds. Jeff Teague qui veut impressionner en fait tout Atlanta pour re-signer un contrat. Il est bien chaud en fait pour re-signer un contrat avec Atlanta et il dit qu'il va se donner à 200% cette saison. Et Et pour moi, oui, en son fait, petit frère. il a toutes les Vas-y, vas-y. caractéristiques aujourd'hui du meneur, dans le sens où il est super rapide, explosif, tout ça. Il a fait plutôt une très bonne saison l'an dernier. On espère Un petit qu'il. peu arrogant. Ah, Un on petit dit que peu. Rondo est parti les plus arrogants, Paul est aussi plutôt arrogant. Ouais, ouais. Ça peut être une force, hein, ça veut dire que le Ouais, joueur il non se mais fait pas exactement. déstabiliser, tout ça, ça dépend du point de vue. Mais je pense que si Tig, on va dire, répond aux attentes, Atlanta pour moi fera une très bonne saison cette année. Mais après, est-ce que ça suffirait en troisième? Est-ce qu'il fera une bonne saison? J'en sais rien. Les Nets pourraient y aller. Et donc du coup, Pas du tout du confiant coup, pour les Nets, hein. qui est Je, derrière Jeff Teague à la main parce que Heinrich est parti à Chicago. je Qui peut permettre sais. à Teague de souffler? C'est une bonne question. C'est pas J'ai Pargo qui pas en était là? mémoire. Je n'en sais rien. Je sais que ils ont un banc. Bah, ils ont Corver et Moreau. Sachant qu'ils ont une raquette qui est plutôt dense, ça peut être intéressant d'avoir deux aussi exceptionnels shooters. Mhm. Par contre, Darwin après, c'est vrai Williams que le qui est reste de parti, ça va leur faire du bien ça. ça va leur faire du bien. Mais Marvin Williams, je dois faire une saison correcte du côté Utah. On n'en attend plus rien et je le vois être correct à Utah. Il n'a pas été top hein, contre les Hornets. J'ai regardé un petit peu le match en entier, Mais il n'a je vraiment pense pas que été top. Hein. c'était une bonne chose. C'était une bonne chose Ouais, non, fallait qu'il parte. pour les Hawks. Ah bah oui, ça y est, c'est revenu dans ma mémoire. Donc non, c'est plutôt pas mal pour Jeff Teague, puisqu'il est remplacé par Devin Harris en Oui, backup. voilà, c'est Donc c'est ouais, j'avais correct en oublié. backup. Plus Ah que oui, c'est correct. Devin Harris, c'est plus que correct, oui. Avec
Non, quelque chose de bien. À l'arrière, j'avais oublié qu'il y avait John Jenkins et Kyle Korver. Non, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. C'est une équipe qui Deshaun va être solide Stevenson aussi. défensivement et tout. Mm. Je pense vraiment que tout le monde les voit ne pas faire les playoffs. Moi, Oh, si, personnellement, si. je les imagine pas du tout être en dehors des playoffs cette année. Je les imagine pas du tout. Oui, et puis vu la faiblesse relative qu'il y a à l'Est, je les vois pas louper une huitième position quand même. Après, encore une fois, je parierais surtout pas sur un troisième. Bah, si je devais choisir, je serais quand même bien tenté par les Hawks. Les Nets Ouais, peuvent faire quelque chose. Les Nets, j'y crois pas du tout. Défensivement, quand pas vous optimiste moi avez non plus. Lopez et Humphries dans la raquette, ça sera fini en playoff. Merci, au revoir. Mais vu que offensivement, si ça prend bien, en plus ils ont l'effet Brooklyn et tout, pourquoi pas faire une très bonne saison dès le début. Les Knicks, faut voir comment ils vont gérer le cas Stoudemire. On sait que c'est une équipe qui est capable euh, de faire, on va dire, tout un pataquès sur quelque chose un incident très minime et qui peuvent Hmm. enterrer leur saison. Euh, je les ai vus jouer contre Miami, ça pleuvait à 3 points. J'ai bien aimé leurs associations de meneurs, ça les rend très inventifs, hein. S'est enfin décidé à devenir maigre, c'est bien. Enfin maigre, oui. Ouais, non, mais c'est un joueur que je commence à avoir dans le viseur qui a envie d'être en forme quand il veut. Enfin bref. Mais voilà, il y a Felton, il y a Kidd, il y a Prigioni, il y en a encore un autre dont j'ai oublié le nom, que j'ai pas dans la tête. Mais je trouve qu'ils font des associations de meneurs, c'est Euh, intéressant. Et ils peuvent faire quelque chose de correct, mais j'étais pas non plus complètement emballé. Ils avaient eu beaucoup de réussite 3 points, Miami avait pas beaucoup défendu. Melo avait beaucoup shooté. mhm. Je, je les vois, je les vois pas au-dessus des 50 victoires. Et Ouais, 50, ça encore, me semble ouais, une ça me barre semble assez beaucoup. compliquée moi aussi, ouais. Ça me semble Ouais, beaucoup. ça me semble beaucoup également. Et quelles équipes on pourrait avoir? Bon, les Sixers, mais il faudra vraiment que ça marche super avec Andrew Bynum, qui revienne vite, et ça marche Ouais. super bien. Mais je suis pas non plus très confiant. Mhm. Il nous reste qui? Je sais pas si on a oublié. Bah Chicago. Chicago, je sais pas. Je sais pas dans le sens où on va encore leur demander de se dépenser comme des fous, tout en sachant que avec le retour d'Eric Rose, qui de toute façon quoi qu'il arrive, quand il sera de retour, ne sera pas à 100%. C'est une équipe qui était Bah habituée à jouer le c'est titre, qui est faite pour jouer le c'est titre, mais qui ne pourra pas le jouer cette année, je pense. Du coup, c'est surtout au après niveau de le la All-Star Game motivation, hein, je qui sais pas reviendra. si Hein. ça va tenir pendant 82 matchs. Et eux, ils ont besoin, comme les Pacers, ils ont besoin d'être à fond. Et d'ailleurs, les Ouais. Pacers, je sais pas non plus. Moi C'est je pense que des les Pacers c'est surtout un one shot là en ce moment. Ils ont des bons joueurs, hein, mais je sais pas si ça peut suffire offensivement surtout. Hein. La défense sera toujours bonne du côté des Pacers. Je sais pas si offensivement, avec les ratés de Granger, parce que Granger peut être un très bon joueur, mais peut avoir une grosse défaillance au shoot. David West prend pas beaucoup de shoot. Euh, à part si l'équipe adverse n'a aucun secteur intérieur, ça peut flamber au niveau des Pacers, mais sinon je les vois pas au-dessus de la quatrième position qui pourrait avoir un home advantage. Je les vois pas. beaucoup de spécialistes les voient très haut, surfant, on va dire, sur la vague de l'an dernier. Ouais. Je suis un peu comme toi, je suis plus mesuré. Ils ont perdu Collison pour mettre George Hill. Euh, Ça fait quand même, ça veut dire que ça va faire pas mal de dynamite, mais un peu moins de gestion. Je pense que Darren Collison avait besoin de changer d'air aussi. Non Je je pense pense qu'il était un c'est un peu joueur qui a besoin de enfermé. Ouais, temps de jeu, je pense. Qui a besoin d'avoir ouais son temps surtout de jeu, qui a besoin d'avoir ses minutes. et surtout qu'il n'y a pas besoin de grosse concurrence. Il a eu, il a eu Chris Paul. Ensuite, il s'est fait piquer sa place par George Hill. Donc, il a peut-être besoin de se poser un petit peu et d'être important pour son équipe. Parce que là, j'avais l'impression qu'avec les Pacers, il se sentait un petit peu délaissé Et ce qui pour un m'a, rôle plus minime. un truc qui m'inquiète aussi, c'est Roy Hibbert vient de signer son contrat. Et je pense que ça Pourquoi sent c'est très bien. inquiétant? Souvent, un joueur qui a acquis son Ah oui, contrat, exact. sans même parfois le vouloir, hein. Il y en a qui disent que Alors c'est le fameux. ils s'en Alors foutent ça vient vraiment, du. mais voilà, c'est Ouais. quand je pense que quand on est en contracteur, la fameuse année, Mm. c'est tout bête, mais c'est des choses, des petits détails.
on va se coucher plus tôt parce qu'on se dit bon, faut que je touche mon gros contrat l'an dernier. Hmm. On va moins faire de bruit dans les médias, etc., etc. Je sais pas, Roy Hibbert, il vient de signer son contrat. C'est un contrat qui a été misé sur sa progression. Et je sais pas, surtout que la concurrence sera un peu plus dure pour lui cette année. Il y a Orford qui revient, il y a Bynum qui va être là. Euh, je suis un peu perplexe. Mais voilà, hein, les Pacers peuvent finir troisième, mais j'y Ah crois oui, pas trop. oui, non mais complètement. De toute façon, la troisième place, comme on l'a dit, c'est Super super ouvert. ouvert. Donc à partir de ce moment-là, eh ben, on saura. Moi, je dis Chicago, mais ça peut très bien être une autre équipe, hein. C'est ma vision des choses et j'essaye de imaginer Chicago à la troisième place. Je les vois plus devant les autres. Comme toi, Atlanta, c'est un pari, mais sans aucune conviction. C'est ça, exactement ça. Quelque chose à rajouter ou pas avant la fin de Un l'émission? petit, peut-être un petit mot sur les Sixers. Ah ouais, bah c'est vrai que les Sixers, on les a vus vite, mais ça va tout dépendre pour moi. Ça dépend de beaucoup de choses en fait. Je suis en train de réfléchir sur le moment. Ça dépend si Evan la Turner. mayonnaise prend avec Bynum ou pas, si il s'implique vraiment dans ce rôle de franchise player ou s'il va Mhm. juste marquer ses points, prendre quelques rebonds mais toujours sans défendre. Ouais. Et tout va dépendre pour moi du backcourt avec Holiday Turner sur lequel bah avant on pouvait dire qu'ils étaient entre guillemets un petit peu barrés. Ouais. Là maintenant ils ont d'énormes responsabilités. Quasiment bon même si je pense que Young sera encore très très bon. Ils Bah, sont les 2 et 3 de l'équipe, hein, Holiday et Turner. Young vient de finir en fait le match. Pendant qu'on fait ce podcast, le match vient de se finir. Donc Young a quand même claqué 16 points à 7 sur 14. Et donc on parlait du contrat de Jrue Holiday. 11 sur 18 au tir, 5 sur 6 à 3 points, qui est plutôt très bon. 7 passes décisives, mais 6 turnovers. Donc voilà. Et sur le banc, il n'y a que Spencer Hawes et Dorrell Wright qui ont des plutôt bonnes stats. Mais le reste, ça reste un peu léger. Et Jason Richardson s'est blessé pendant le match. Petite Ah, c'est précision. bon ça parce que j'ai tendance à l'oublier Ouais. pour les Sixers, mais je trouve que ça peut être un très bon apport pour les Sixers. Ouais, mais là Il c'est était pareil, passé de sous-côté à sur-côté à sous-côté, bref, c'est interminable. Mais là, je comprenais pas. Le Magic voulait absolument ça s'en fait un peu. débarrasser. Ils avaient des contrats Ouais. bien plus dégueulasses pourtant. Et avec un pivot comme Bynum, sachant qu'il est bon à 3 points, il attaque plutôt bien, il défend plutôt bien, je pense que c'est une bonne Mm. recrue. Mais les Sixers, là où j'y crois pas, c'est que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend si Bynum s'implique en tant que franchise player. Mm. Et vraiment totalement. Et si la mayonnaise prend, hein, parce que les Sixers, je crois que Philadelphie, c'est l'un des endroits en termes de basket qui est dans les plus durs envers Mm. ses joueurs, envers son univers. Ils peuvent vous aduler, mais ils peuvent vraiment être durs avec vous. Et je sais pas si ça va Très, marcher avec très Bynum. fanatique, ouais. Et Je ça pense que ça dépend va pour moi marcher d'Holiday et de au niveau Turner. des supporters. Ouais. Bah Holiday en tout cas, ça a l'air pas trop mal là, ce qu'il produit. Après, il faut voir le reste de ses matchs, quoi. Et c'est vrai que intérieur, niveau intérieur, les Sixers sont pas si bien que ça, hein. Quand on a Lavoy Bynum Allen, reviennent Spencer Hawes, booster à fond. ouais, voilà, voilà, c'est ça. Ils ont perdu du monde en Parce que défense, hein. Brandt était leur meilleur défenseur l'an dernier. hmm, ah ouais, et donc là, Brandt, c'est plus Iguodala, ça fait compliqué, leurs hein. 2 meilleurs défenseurs, hein. Ouais, ouais, je suis assez d'accord et je pense que bah, il fallait faire ça avec Elton Brand, mais je pense qu'ils vont le payer un petit peu en ce début de saison. Je les vois ric-rac en playoff, peut-être en 6-7ème position, mais pas au-dessus de la 6ème place en fait. D'accord, ok, très bien. Bon, bah, je pense qu'on peut dire qu'on a terminé. Voilà, bah écoutez, c'était parfait. J'espère qu'on. J'espère. Alors, c'est un peu une première qu'on a fait, donc encore une fois, c'est un peu le credo habituel, mais si vous avez des remarques, déjà si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, qu'on sache directement. Et qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, histoire qu'on puisse après progresser, savoir ce qu'on doit continuer, où on doit progresser, etc. On attend vraiment votre retour avec impatience. Et bah, je vous souhaite une bonne reprise de la NBA. C'est bien agréable de la voir revenir, même si c'est de la saison régulière. Ouais, et puis c'est revenu beaucoup plus tôt que la saison dernière, donc c'est Ouais, quand même un c'est... bon point. C'est quand on même n'est un bon pas point. con. Bon bah je vous dis au revoir à tous, bye bye, à une prochaine. Allez, à la prochaine tout le monde, ciao.